Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver. School TV Le Mag, 30 minutes sur la scolarité de vos enfants. À chaque fois une thématique forte, une initiative sur le plan local, régional ou national. Toujours avec Alix Nguyen. Salut Alix. Bonjour. Ça fait riper sur le Nguyen. Attention. Attention, tout va bien. On y va pour le sommaire de cette nouvelle émission du MAG. On va faire un petit tour aujourd'hui chez nos amis rhodaniens. Gros plan sur les actions éducatives de la métropole Grand Lyon. Quels sont ces projets? Quels sont les travaux achevés depuis le début de la mandature? Éléments de réponse dans un instant à l'heure de la planification écologique. Quelle impulsion donne la métropole justement en termes d'action éco-citoyenne? Comment les encourage-t-elle? Les valorise-t-elle surtout? Là aussi, on fera le point dans un instant. Et puis il y aura une loupe. Les loupes, c'est avec Alix. Oui, et je vous parle d'une école anti-noyade à Saint-Cyr-au-Mont-d'Or, une commune située dans la métropole de Lyon. Dans une dizaine de minutes, pendant l'expression orale que voici. Bonjour Véronique Moreira. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous rappelle, vous êtes la vice-présidente de la métropole Grand Lyon, en charge des collèges, de l'éducation et bien sûr de la mémoire, du devoir de mémoire. Merci d'être avec nous. Qu'est-ce qu'on appelle la métropole Grand Lyon, pour ceux qui ne le savent pas? Parce qu'il y a eu des petits changements quand même. Il y a des gros changements. Depuis 2015, la métropole a repris les compétences du département sur le territoire géographique de la métropole, donc les 59 communes à l'époque, 58 aujourd'hui, tout en les combinant avec les métropoles, les compétences d'une communauté de communes. Donc c'est une collectivité unique en France qui a des compétences multiples et qui est né en 2015 et qui a été élu en 2020 pour la première fois au suffrage universel. Donc sur le fond, la question des compétences et sur la forme, elle est tout à fait particulière. Vous avez en charge combien de collèges et aussi les universités? Ça représente combien d'élèves et combien d'étudiants du coup? Alors, nous avons en charge, sur la métropole de Lyon, il y a 82 collèges publics et 37 collèges privés. Donc ça représente, vous comptez une moyenne d'environ 500 plus ou moins jeunes par collège. Et puis sur les universités, c'est pas directement ma compétence. 3 grands centres universitaires, mais je vous invite à inviter mon collègue chargé des universités pour l'interroger à ce sujet. Est-ce que la métropole de Grand Lyon profite de l'effet? Est-ce qu'il y a un effet Jeux Olympiques ou pas du coup? Les Jeux Olympiques s'invitent forcément dans de nombreux sujets. Sur la politique du sport et la politique de la vie associative, mon collègue est très impliqué et organise des formes d'olympiades populaires un peu partout sur le territoire. Et dans le domaine de la mémoire, on a lancé un appel à projet sur la mémoire des associations sportives. Si vous voulez, les Jeux Olympiques, c'est une sorte de flambeau qui éclaire la thématique du sport et la place que joue le sport dans la cohésion sociale et dans la vie de la cité. Donc on aura toute l'année des organisations, des clubs ou des maisons de quartier, des MJC, etc., qui vont organiser des événements autour de la mémoire des associations sportives. 82 collèges publics. 37 privés. Quelle est l'urgence pour les collèges? Les urgences sont multiples. Il y a de très importants travaux à engager. Enfin, on les a engagés, mais quand on est arrivé pour le début de ce mandat, on a trouvé des collèges dans un état relativement dégradé. Si vous voulez, il y a eu un temps de latence entre le passage du Conseil général à la métropole, un temps où finalement les choses n'ont pas été prises correctement en main, où à la fin du dernier mandat, les travaux ont été lancés, des constructions de collèges ont été prévues, mais ce sont des bâtiments énormes qui ont été conçus pour un grand nombre il y a quelques dizaines d'années et qui ne vieillissent pas très bien. Donc il y a urgence, si on veut permettre aux jeunes de travailler dans un environnement dont ils sont fiers et d'être contents d'aller au collège et d'y apprendre de belles choses, c'est important d'avoir un bel environnement. Donc il y a un très gros enjeu de rénovation-réhabilitation, un énorme enjeu de réhabilitation thermique aussi, à la fois pour lutter contre les dépenses énergétiques et avoir une meilleure isolation, et aussi pour avoir un meilleur confort d'été. Il y a une énorme urgence de végétalisation parce que les cours des collèges, et surtout encore plus les cours des collèges que des écoles, sont extrêmement minérales parce qu'il y a aussi des équipements sportifs, des tracés sportifs dans les cours. Donc il y a un enjeu très fort de végétalisation, et on en profite pour désimperméabiliser aussi et permettre aux eaux de pluie de rejoindre les nappes.
Alors ça, c'est au niveau du bâtiment et de l'environnement. Il y a un très gros enjeu aussi sur les abords des collèges et comment on permet aux jeunes de venir dans leur collège en toute tranquillité, en toute sécurité. Et puis sur les politiques éducatives, il y a aussi beaucoup de questions se posent actuellement. Vous savez que les enseignants s'interrogent sur les directives gouvernementales, le choc des savoirs. Le choc des savoirs, hein, ça revient beaucoup. Voilà, il y a un certain nombre de directives et il y a une vraie inquiétude et un besoin de réassurer et de valoriser ce qui se fait dans les collèges, en particulier dans les collèges publics, parce que dans les collèges publics, il se passe des choses vraiment extrêmement intéressantes, extrêmement riches, et c'est souvent Vous très, pensez à quoi, très mal connu. Véronique Moreira, par exemple, au hasard, au débeauté? Je pense, demain, par exemple, je suis invitée dans un collège de Vaux-en-Velin à une exposition qui a été au vernissage d'une exposition qui a été travaillée avec les enseignants et avec des intervenants extérieurs. Ça s'appelle Métamorphose et c'est beaucoup basé sur l'art graphique. Il y a des concours d'éloquence qui permettent à des jeunes de renforcer leur parole et d'apprendre à prendre la parole en public. Il y a des expériences d'école à l'extérieur où les collégiens et les collégiennes peuvent apprendre en combinant aussi le lien avec l'environnement. Des expérimentations, il y en a partout, des très intéressantes. Et puis, je vais forcément en oublier. Il y a la construction. On a mis en place un projet de budget participatif. C'est un budget de 1 million d'euros qui a été dédié pour les collèges, pour améliorer la qualité de vie dans les espaces, à l'intérieur des bâtiments ou à l'extérieur des bâtiments du collège, mais dans le collège, dans l'enceinte du collège. L'idée, c'est, il y a plusieurs objectifs, à la fois d'avoir des lieux plus agréables, d'avoir une meilleure qualité de vie, et aussi de permettre l'émancipation en fait des jeunes en leur permettant de dénoncer leurs besoins, et de construire un projet qui permette de répondre à ces besoins. Et de construire le projet de A à Z, en tout cas, c'est la commande de la métropole. Évidemment, en s'appuyant sur les équipes enseignantes, en s'appuyant sur des partenaires extérieurs, en s'appuyant aussi sur les services techniques de la métropole. Et donc, c'est un appel à manifestation d'intérêt qui a été lancé. On a commencé par 3 collèges préfigurateurs qui nous ont proposé des projets. Et là, on a lancé l'appel à projet de façon plus importante. Et donc, on a des réponses extrêmement intéressantes. On a, par exemple, la construction... Parce que les élèves disent qu'ils ont beaucoup de plaisir à apprendre, mais qu'ils apprendront mieux s'ils ont des temps pour se reposer et s'ils ont des espaces dédiés. Donc, dans l'un des collèges, ce qui a été demandé, c'est la construction d'un foyer et vraiment d'un lieu dédié au repos des jeunes. Donc, ils ont installé leur foyer. Ils ont travaillé avec une école d'architecture pour l'éclairage. Et puis, ils ont commandé des équipements pour se relaxer, donc des fauteuils. Et ils ont commandé également des tables de travail, et puis un baby-foot qu'ils ont fait sur mesure, parce qu'ils trouvaient que les baby-foot étaient assez peu représentatifs de la réalité de la société. C'est-à-dire, ils sont trop hauts? Pardon? C'est-à-dire, ils sont trop hauts? Non, les baby-foot, vous ne voyez que des joueurs hommes et blancs. Et donc là, il y a des hommes, il y a des femmes, il y a différentes couleurs de peau. Donc c'est un baby-foot qui a été fait sur mesure pour correspondre davantage à ce qu'est la société. Mais vous vous adaptez au projet aux envies, aux initiatives de chaque école, ou le but c'est d'harmoniser tout ça et de les appliquer à chaque établissement? Non, nous notre cahier des charges, c'est permettre aux élèves d'améliorer la qualité de la vie dans les bâtiments ou à l'extérieur des bâtiments du collège. Donc en fait, je vous donne un exemple. Dans un autre exemple, je suis dans un collège il y a quelques semaines qui a inauguré des plantations et des installations dans la cour, parce que les élèves ont envie aussi de pouvoir s'asseoir dans la cour. On a un exemple dans un collège, le hall était énorme et les jeunes couraient dans ce hall pour aller aux toilettes et de la cour aux toilettes. Ils ont souhaité, les jeunes, je pourrais dire elles, parce que c'était surtout des filles, elles ont souhaité
organiser le préau, le hall, de façon à ce qu'il y ait des espaces pour s'asseoir. Et alors, elles ont construit, enfin, c'est pas elles qui l'ont construit, mais elles ont fait le cadrage du projet. Ouais. Et elles se sont adressées à un lycée professionnel voisin. Donc, vous voyez qu'en plus, il y a des liens très intéressants avec des suites d'études, ou en tout cas des institutions du territoire, qui leur a construit des équipements autour des poteaux. Donc, c'est des gradins, c'est des sièges, des fauteuils. Et le résultat est vraiment très intéressant. D'abord parce que ces jeunes ont construit un projet, donc elles se sont émancipées, enfin, elles ont appris, elles ont eu du pouvoir d'agir, elles ont agi. Et aussi parce que le résultat, c'est que les jeunes s'asseyent maintenant. Au lieu de courir partout, l'équipement empêche les circulations trop rapides. Donc la circulation est beaucoup plus apaisée. Et on a remarqué dans la pratique que finalement les filles investissent beaucoup ces lieux où on s'assoit et on peut échanger. Et donc elles ont une vraie place au centre du collège. Et s'agissant du bien-être des professeurs ou même des agents des établissements, est-ce que vous mettez des choses en œuvre ? Alors le bien-être des professeurs, c'est pas vraiment notre compétence dans le sens où ce ne sont pas les personnels de la métropole, c'est les personnels de l'éducation nationale. Mais ceci dit, évidemment, puisque nous sommes chargés de l'aménagement des salles de cours, l'aménagement des lieux, on travaille en lien très étroit avec eux pour aménager les salles en fonction des dernières orientations de leurs inspecteurs pédagogiques régionaux, qu'il s'agisse des salles de techno par exemple, des salles de physique, etc. On peut aussi intervenir dans l'amélioration de la salle des profs. Mais là, c'est pas la même chose que le budget participatif, qui est vraiment un travail qui est construit par les élèves. C'est pour ça que je voulais insister sur ce travail. La partie amélioration de la qualité de vie des enseignants, c'est plutôt nos compétences basiques, ce qui se fait de façon ordinaire en échangeant avec les enseignants sur leurs besoins. Et du côté des agents, c'est la même chose. On a un chargé ou une personne qui est chargée du territoire et qui va dans les collèges pour mesurer les travaux à faire en termes d'espace pour les agents, douches sanitaires, enfin confort des lieux pour eux. Puis on travaille évidemment avec les ressources humaines sur tout ce qui est droit du travail, amélioration de la qualité de vie au travail, formation, équipement, matériel, etc. Ça fait beaucoup de travail, mais je crois que vous êtes plus de 150 élus. À la métropole. Oui. Il y a beaucoup de personnes forcément sur le terrain. Vous avez parlé de bon nombre d'initiatives. Qu'en est-il des actions éco-citoyennes ? Je crois que vous avez créé une plateforme justement pour les mettre en lumière. Oui. Les collectivités en général interviennent à la marge pour mettre en place des politiques éducatives. Et la métropole propose une très grande diversité d'actions, puisque, je vous l'ai dit, on a de très grandes compétences, que ce soit dans le domaine de l'économie, de la voirie. C'est extrêmement large. Et finalement, on s'adressait au collège de façon un peu brouillonne, un peu dans tous les sens. Donc on a resserré en fait l'offre qui est apporté au collège, et on a appelé ça collège éco-citoyen, et donc on l'a resserré sous plusieurs thématiques. Le plan d'accompagnement à la transition à la résilience, donc c'est plutôt les questions environnementales au sens large, et puis les questions de citoyenneté, qu'il s'agisse d'engagement, de vivre ensemble et de mémoire, qu'il s'agisse d'égalité filles-garçons, ou qu'il s'agisse d'éducation à la citoyenneté mondiale, et c'est-à-dire comprendre comment va le monde. Et on a rendu l'offre plus lisible en mettant en place une plateforme, vous le disiez, un portail qui permet, avec un certain nombre de mots-clés, qui permet aux enseignants, aux enseignantes de trouver plus facilement ce qu'elles cherchent. Donc l'idée, c'est d'être plus visible et d'être plus lisible aussi, plus compréhensible. On dit Comet ou Comète ? On dit Comète, c'est le Conseil métropolitain des jeunes. Et il consiste en quoi ce Conseil métropolitain des jeunes ? C'est vrai que vous parlez d'engagement et de citoyenneté. J'imagine qu'il doit donner sa pleine mesure, justement. Oui. Alors, le Conseil métropolitain des jeunes, c'est un groupe de jeunes d'un collège sur deux environ qui fait un mandat de 2 ans à la métropole. Donc là, on a un groupe de jeunes qui commencent leur mandat cette année. Je les accompagne d'ailleurs aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Chouette. Pour visiter les institutions. Et
Ils se réunissent régulièrement, au moins une fois par mois. Ils sont organisés en commission et ils choisissent la thématique sur laquelle ils veulent travailler à partir des compétences de la métropole. Okay. Donc l'année dernière, au mandat suivant, ils ont beaucoup travaillé sur les questions de gaspillage alimentaire. Cette année, ils ont souhaité s'orienter sur les questions du cœur. Donc, ils veulent travailler sur la métropole du cœur et les questions de solidarité. D'accord. Qui sont aussi une compétence de la métropole. D'accord. Donc, ils organisent leurs travaux. On est encore... ils n'ont pas tout à fait terminé leur première année de mandat, donc les choses s'organisent petit à petit. C'est-à-dire qu'ils vont être amenés, par exemple, à faire des maraudes, pourquoi pas, ou aller soutenir telle ou telle association ? Tout à fait. Alors là, le choix dépend de leur priorité. Ils vont participer également, parce que ce qui est intéressant, c'est qu'ils développent à la fois des actions propres pour eux, et ils s'intègrent aussi dans des manifestations importantes que la métropole organise. Et donc, par exemple, là, nous organisons en ce moment le Printemps des Solidarités, eh bien, les jeunes du COMET, du Conseil métropolitain des jeunes, vont prendre une place en organisant, eux, une table ronde, en invitant un certain nombre d'organisations qu'ils ont trouvées intéressantes pour leur implication sur les questions de solidarité, et ils vont les faire intervenir, et donc c'est eux qui vont organiser le débat. Et est-ce qu'il y a des propositions du Conseil de ces jeunes qui peuvent influencer la métropole ? Il pourrait y avoir des propositions qui peuvent influencer la métropole, mais vous savez, l'année dernière, là pour le moment, on n'en est pas encore à ce niveau, ils s'organisent en interne et ils voient comment ils peuvent intervenir dans les différents événements de la métropole. L'année dernière, ils ont beaucoup travaillé sur les questions de gaspillage alimentaire et leur cible, c'était les collégiens et les collégiennes et les collèges eux-mêmes. Donc ils se sont vraiment adressés, ils ont vraiment travaillé sur les comportements. Mais ceci dit, nous avons, au bout du mandat, au bout d'un an et demi, ils ont pris beaucoup d'assurance, et l'année dernière, ils étaient invités, je vous le disais, dans tous les événements, et on a organisé les assises de la politique de la ville pour préparer en fait les nouveaux contrats de ville. Et des jeunes ont participé aux différentes commissions. Il y en a un qui a participé aux tables rondes de finale, et il a parlé. Alors donc il y avait un message éducation nationale, un message plus métropole. Il a parlé à la fois de la question des temps de repos des jeunes, du fait qu'il y avait besoin d'articuler aussi apprentissage et des temps pour souffler. Donc il a beaucoup insisté sur la fatigue des jeunes, qui est une réalité. Et il a aussi parlé de mixité et de la nécessité de faire se rencontrer des jeunes qui vivent dans des environnements différents. C'est l'heure de la loupe, et la loupe, c'est avec Alix. Alix, tu nous parles aujourd'hui d'une école anti-noyade qui se trouve à Saint-Cyr au Mont-d'Or, une commune située dans la métropole de Lyon. Tout à fait, une initiative de Swim Stars, un réseau d'écoles spécialisées dans la prévention des noyades. On écoute tout de suite le cofondateur de Swim Stars, Nicolas Moreau. Nous avons lancé Swim Stars en 2017 avec la volonté de lutter contre les noyades. En effet, chaque année, ce sont près de 1000 noyades qui sont recensées sur tout le territoire français. Et la noyade est même passée première cause de mortalité par accident de la vie chez les moins de 25 ans. Les moins de 6 ans représentent quasiment 20% de ces noyades, et la quasi-totalité se déroule en piscine privée. C'est pourquoi, avec Swim Stars, on a décidé de prendre ce problème à bras-le-corps, et on a proposé un modèle d'école de natation accessible au plus grand nombre, et ce, partout en France. On a notamment lancé un programme anti-noyade qui s'appelle Auto-Rescue, que l'on propose aux enfants dès l'âge de 3 ans pour leur apprendre les réflexes de survie en cas d'accident comme la chute dans l'eau. Aujourd'hui, le réseau Swim Stars, c'est plus de 70 piscines maillées sur tout le territoire français qui s'adressent aux enfants comme aux adultes, dont le but est de leur apprendre à se sauver et à nager. Et chaque semaine, nous accueillons près de 10 000 élèves dans nos piscines. Et parmi les derniers nés, donc, il y a l'école de Saint-Cyr au Mont-d'Or, une commune avec un paquet de piscines privées. D'ailleurs, selon les chiffres de la Fédération des professionnels de la piscine et du spa, la France est le pays européen avec le plus grand nombre de piscines par habitant, une pour 38. Elle se classe deuxième au niveau mondial après les États-Unis, d'où l'importance de redoubler de vigilance. Ce nouveau centre d'apprentissage a ouvert ses portes en avril dernier dans la Villa Beau Soleil, plus exactement, qui n'est autre qu'une maison de retraite disposant d'une
une piscine. Les cours y sont proposés les week-ends. Ils sont destinés aux enfants dès 3 ans, quand la majorité des autres structures n'accueillent qu'à partir de 5 ou 6 ans. Est-ce que c'est l'une de vos compétences, ou du moins est-ce qu'à la métropole, vous sensibilisez à l'importance de l'apprentissage de la natation C'est une compétence éducation nationale. Nous, on intervient, je vous le disais, sur le bâtiment, sur les cantines, c'est une compétence très importante de notre côté, et sur les actions éducatives, mais c'est en accompagnement, en développant des projets. La piscine et l'EPS, enfin la natation et l'EPS, c'est vraiment une compétence éducation nationale. Donc par contre, nous, on a la responsabilité de permettre aux élèves d'aller sur les terrains de sport et dans les gymnases et dans les piscines, et on rembourse aux villes l'usage des piscines, des couloirs de nage. Donc on joue un rôle en rendant cela possible, financièrement. En termes de structure et d'accessibilité. Ça peut rentrer dans le pass culture ou pas, parce que vous avez le pass culture? Non. Ça ne rentre pas dans le pass culture. Vous faites aussi pas mal d'actions en termes de protection hygiénique, et on sait qu'il y a une urgence très concrètement en France, et là aussi vous avez œuvré pour mettre en place le plus de distributeurs possible. Alors, en ce qui concerne les collèges, oui, nous avons installé des distributeurs de protection périodique dans les toilettes des collèges. Alors au départ, on voulait mesurer l'intérêt, la faisabilité. Oui. Au départ, on était parti sur 21 collèges. Oui. Pardon, vous coupez, c'est sur une base, c'est volontaire ou pas? C'est le collège qui doit faire la démarche, ou la métropole a dit non, on installe partout les... En fait, les deux. Quand on est parti sur une expérimentation, et donc les 21 collèges qui ont été choisis, c'est des collèges qui étaient déjà impliqués dans des actions éducatives autour de l'égalité filles-garçons, donc qui avaient déjà fait venir des associations, enfin qui avaient déjà un discours à ce sujet. C'était quand même plus simple pour nous. Et puis, au bout des 2 ans, on a évalué l'expérimentation. On s'est rendu compte que... Moi, je n'en doutais pas vraiment, mais que c'était vraiment très intéressant, très important, voilà. Et maintenant, c'est plus sur demande, c'est sur l'ensemble des collèges que les distributeurs seront déployés. Et moi, je pense qu'on parlait tout à l'heure d'autonomie. C'est évidemment de la lutte contre la précarité. C'est la première chose qui vient en tête, de dire que quand on a des distributeurs dans les toilettes, les jeunes filles savent qu'elles pourront avoir des protections. Donc c'est une lutte contre la précarité très importante. Ça permet aux filles d'aller à l'école et de savoir qu'elles seront rassurées pendant leurs règles. Mais c'est aussi un facteur d'émancipation, parce que avant, comment ça se passait? Les filles étaient obligées d'aller demander dans le bureau du principal ou de la principale, ou à l'infirmerie. Il n'y a pas toujours des infirmières tous les jours dans les collèges. Et donc, aller demander, ça vous met dans une situation quand même très inconfortable. Alors que là, elles sont autonomes, elles se débrouillent. Puis il y a un troisième intérêt, c'est de lutter contre les tabous et de parler des sujets qui montent, et de parler aussi avec les garçons de cette question des menstruations, des douleurs des règles et du corps des femmes. Alex. Vous parliez tout à l'heure des initiatives autour de la mémoire dans le cadre des JO, mais à l'année, quels sont les projets phares que vous menez? Sur les Jeux Olympiques? Autour de la mémoire. Autour de la mémoire. En fait, sur la politique de mémoire, c'est une politique essentiellement de commémoration pour les collectivités. Mais on s'est engagé de façon différente depuis le début du mandat sur une thématique qui rebondit par rapport à une thématique nationale. Une thématique anniversaire. Par exemple, en 2023, nous avons incité les organisations du territoire à se mobiliser autour de la mémoire de la marche de 1983. Pour l'égalité et contre le racisme. De nombreuses organisations auraient organisé des événements. C'était les 40 ans de la marche, c'était quand même un temps très important. Mais l'incitation de la métropole a donné un coup de pouce supplémentaire, et puis un financement supplémentaire. Donc il y a un appel à projet qui mobilise les associations sur cette thématique, et en fin d'année, la métropole elle-même organise un événement. Donc l'année dernière, on a organisé un débat avec des femmes marcheuses et des femmes impliquées dans la question des luttes pour les droits. Et puis un concert avec Fatoumata Diawara. Et vous soutenez aussi des voyages mémoriels? Alors, oui, absolument. On a une politique mémoire qui est... excusez-moi, mais en fait, j'ai 2 casquettes. J'ai la casquette mémoire au niveau de la métropole, donc j'étais en train de vous décrire ça, et puis la casquette collège. Et effectivement, dans les collèges, on a une politique mémoire dont je suis plutôt fière, parce qu'on a mis en place un parcours mémoire qui est extrêmement divers, et qui permet aux élèves d'assister à des ciné-débats, de voir des expositions, de visiter
des lieux mémoriels très importants. Je pense à la prison de Montluc, je pense au centre d'histoire et de la résistance de Lyon, je pense à la maison des enfants d'Isieux, par exemple. Et puis d'assister à des conférences aux archives de Lyon. On a un spécialiste des questions de mémoire et notamment de la Shoah qui fait des conférences qui permettent d'articuler tout ce parcours. On a aussi des balades mémorielles sur des lieux importants de Lyon, capitale de la résistance, et lieu aussi où Barbie a perpétué ses abominations. Et on organise également tous les ans un voyage au camp du Struthof en Alsace, qui est un camp de concentration, qui est aussi lié avec la Shoah pour une partie. Et on finance aussi des places pour permettre à des collégiens et des collégiennes de participer à un voyage à Auschwitz, dans un camp d'extermination. Donc les sensibiliser, ça passe avant tout par le terrain. C'est l'outil, le levier le plus puissant, effectivement, pour arriver à sensibiliser cette jeunesse au devoir de mémoire. Alors, ça passe, à mon avis, par une combinaison entre émotion et raison. C'est-à-dire que c'est important, comme vous dites, de voir du terrain, de prendre connaissance de ce qui a été. C'était intéressant, ça commence à devenir complexe, d'échanger aussi avec des survivants, des survivantes, mais ils sont moins présents. Et donc, c'est important de comprendre le contexte, de comprendre ce qui s'est passé et d'essayer aussi de le raisonner, de le mettre en mots, pas seulement d'être dans l'émotion, mais d'être dans la construction intellectuelle de ce qui s'est passé. Parce que ce qui nous intéresse, c'est effectivement de comprendre ce qui s'est passé à cette époque, mais de lutter pour que ça ne se reproduise surtout pas. Merci infiniment. Merci infiniment. Véronique Monrad d'être venue nous voir aujourd'hui, vice-présidente de la métropole Grand Lyon, en charge, je vais essayer de ne pas me tromper effectivement, des collèges, de l'éducation et, on l'aura compris, effectivement, de la mémoire. Merci infiniment d'être venu nous voir aujourd'hui sur le plateau de School TV Le Mag. Ma chère Alix, on se retrouve lundi. Lundi ? Oui, lundi. On fait ça. À lundi. Excellent week-end dans notre compagnie. Ciao.